Bonjour et bienvenue sur les dessous de l'IA, le podcast qui explore les enjeux de pouvoir autour de l'intelligence artificielle. L'intention de ce podcast est double. Mieux comprendre les infrastructures et les forces qui façonnent le développement de l'IA et identifier les tendances de fond qui se dessinent et se projeter sur ce que cela signifie pour le futur de nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Yann et bienvenue sur ce premier épisode du podcast Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va parler d'IA, bien sûr, mais aussi de souveraineté, d'open source ou encore de GPU. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et ce qui t'a amené à fonder une entreprise dans l'IA et plus spécifiquement dans la science des données? Bonjour Clément, merci de me recevoir. Alors moi je suis technophile et technologue. J'ai un parcours d'informaticien hobbyiste depuis l'âge de 10 ans. Puis je suis devenu professionnel de cette industrie logicielle en tant qu'ingénieur logiciel dans des structures différentes, toujours passionné par le produit. Donc je travaille en France, en Angleterre, aux États-Unis et je suis installé à Paris depuis 25 ans et je suis entrepreneur dans la tech depuis. L'IA, pourquoi l'IA? Je me suis intéressé au connexionnisme, dans le début des années 90, donc il y a plusieurs écoles, hein, l'IA symbolique et l'IA connexionniste, le deep learning qui, existe depuis des dizaines et des dizaines d'années sous forme, très théorique, mais je m'y suis intéressé parce que c'était une science émergente, mystérieuse, opaque d'ailleurs, hein. Les modèles sont toujours un peu opaques. Lorsqu'il s'agit de deep learning. Mais ça m'intéressait. Donc, au début des années 90, j'ai commencé à jouer avec ces technologies à l'époque où ça ne marchait pas très bien. On était en plein hiver de l'IA. Et donc, j'ai fait ma thèse de fin d'études sur les réseaux de neurones en appliquant les algorithmes de backwards propagation. Heu, donc voilà, c'était fastidieux. Il n'y avait pas vraiment d'internet. Enfin, en tout cas, on n'était pas connecté comme aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les outils, donc il fallait tout écrire à la main, en C et attendre de longues journées, prendre beaucoup de pauses café pour voir quoi que ce soit, voire de constater que ça marchait pas très bien. Donc ça, c'était les années 90. J'ai utilisé l'IA évidemment dans toutes mes startups depuis que je suis entrepreneur, dans les années 2000. Pour faire de l'analyse de texte, analyse de sentiments, analyse comportementale des utilisateurs, des moteurs de recommandation, traitement du langage naturel, reconnaissance vocale et plus tard aussi dans le cloud évidemment, fournisseur d'infrastructures pour l'IA. Donc l'IA fait partie de la boîte à outils, informatique. J'aurais même tendance à dire que l'IA, c'est du software qui s'appuie sur du hardware. C'est-à-dire qu'on est dans cette même, grande dynamique où finalement le software, c'est ce qui gère à la fois les données et l'algorithmie, et certaines technologies sont plus ou moins exponentielles que d'autres. Ça, on pourra y revenir. Voilà, donc moi je m'intéresse, à cette, dimension logicielle. C'est ma sensibilité, c'est mon parcours qui me transforme en expert en la matière. En tout cas dans la lecture aussi et la capacité de décrypter ce qui se passe et de choisir les prochains défis et les prochains projets qui m'animent. Donc c'est comme ça que je suis retombé, dans l'entrepreneuriat puisque j'ai fait, un petit aparté en entreprise, une entreprise qui existait déjà, Scaleway, et j'ai décidé de replonger, dans l'IA et cette fois-ci, heu, moins l'IA dont on parle aujourd'hui, la boring AI, celle, qui se caractérise par, une IA maîtrisée, qui n'est pas nécessairement du deep learning et qui est frugale, qui ne dépend pas de GPU et on en parlera. Donc voilà, ce sont toutes ces notions qui me motivent, à une époque où finalement nous sommes en face une déferlante, exponentielle où les données, l'infrastructure, les logiciels, sont chamboulés, à travers ces 3 vecteurs, hein, cumulés. On est sur une espèce de convergence qui va probablement redéfinir la manière dont on traite l'information et donc qui va probablement impacter tous les métiers col blanc. Bah, merci pour cette présentation et justement comme ça fait quand même longtemps que tu es dans le monde de l'IA, on va dire, quel regard que toi tu portes aujourd'hui sur le marché de l'IA
et notamment sur l'impact de l'arrivée des outils d'IA générative type ChatGPT ou autres. Et je veux bien que tu en profites pour, parce que tu as parlé d'IA symbolique et autres, de reposer peut-être une ou deux définitions sur IA générative, finalement, quel impact et quelle différence. Oui, alors, la grande famille de l'IA, présente différentes techniques, d'apprentissage. Donc, on peut dessiner un grand cercle et dire que l'IA contient le machine learning, qui contient le deep learning, qui contient, heu, la generative AI et qui contiendra peut-être, le la version qui supplantera l'ensemble, c'est-à-dire, l'IA généralisée, l'AGI. Et donc, ces technologies, couvrent différents secteurs de l'industrie. L'IA symbolique était une autre forme d'IA qui, elle, dépendait de règles. Donc, il y a une approche un peu top-down et une approche bottom-up, par rapport à l'apprentissage. Différents types d'apprentissage, apprentissage supervisé, non supervisé. Mais l'IA symbolique était une autre forme d'IA qui, elle, partait de la connaissance humaine encodée, sous forme de logiciel. Donc c'est là où l'ingénieur, partait d'ontologie, partait d'une maîtrise, très particulière, alors que, si on prend le deep learning et l'apprentissage non supervisé, c'est parfaitement symétrique, c'est le contraire. C'est la machine qui s'auto-organise pour faire du sens de l'information. Donc il y a une très grande famille de l'IA. Il n'y a pas une IA et il faut faire attention avec l'IA, fantasmée, celle que nous présente Hollywood, mais qui peut-être en effet correspond dans le fantasme à ce que OpenAI nous promet et l'AGI, heu, qui a qui pointe son nez en tout cas dans les concepts émergents. Et il y a un moment, tu as utilisé le mot de boring AI. Et enfin, alors, moi, c'est comme ça que je le vois vu de ma fenêtre. Euh, Avec Probable, vous vous êtes lancé dans un projet qui se base sur une bibliothèque open source en Python qui s'appelle Scikit-learn. Et donc, enfin, je me dis, ça correspond peut-être à ce que toi, tu définis comme de la boring AI. Est-ce que tu pourrais présenter un peu ce projet, dire ce que c'est Scikit-learn, pourquoi c'est hyper important dans la chaîne de valeur IA, parce que tu as commencé à en parler d'infrastructure software, et pourquoi Probable, c'est une entreprise à mission. Moi, ce que j'ai noté comme mission, alors peut-être tu me corrigeras, mais c'est que vous voulez travailler notamment à renforcer la résilience technologique de la France et de l'Europe. Et donc, pourquoi être rentré par le logiciel, par une bibliothèque open source et pas par un autre biais? Alors il faut me répondre à cette question par la séquence. C'est une séquence qui s'inscrit sur une bonne décennie, c'est-à-dire que, hem, l'ère des data scientists correspond à l'avènement du big data, c'est-à-dire cette mise à disposition, grâce à l'infrastructure, grâce au stockage, grâce au cloud, une quantité très importante d'informations. Et donc cette information, évidemment, contient potentiellement, une valeur ajoutée supplémentaire. C'est-à-dire que si l'on fait du data mining, si on a accès à d'informations brutes, alors on peut masser cette donnée et lui faire dire d'autres choses. Par exemple, on peut, découvrir, si on prend un moteur de recherche par exemple, on peut découvrir, des informations plus rapidement. C'est une manière de traiter la donnée. Maintenant, il y a des messages cachés dans certaines données. Par exemple, imaginons un flux bancaire. Eh bien, si ce flux bancaire a été correctement tagué, par les experts, on peut très bien dire que telle transaction est justifiée, telle transaction est frauduleuse. Eh bien, dès que l'on prend un flux qui a été correctement tagué, heu, alors on peut demander à l'algorithme de faire une inférence et de créer un moteur de détection de fraude à partir de ce flux qui a été tagué parce qu'on retrouve des comportements types. Par exemple, des sommes qui sortent de la norme pour une personne donnée, et cetera, et cetera. Est-ce que tu peux juste définir inférence? Oui, donc l'inférence, c'est une déduction en quelque sorte. Donc l'humain est une machine à inférer, c'est une machine à comparer déjà, et une machine à inférer, c'est-à-dire, de décider que finalement,
selon une trame donnée, selon un phénomène récurrent, eh bien, on peut déduire que la suite est logique, ou en tout cas statistiquement probable. Et on retrouve d'ailleurs le mot probable, puisque l'IA est largement probabiliste, en tout cas l'IA moderne, qui n'est pas symbolique, justement, qui est probabiliste. Et donc cette manière de traiter l'information, à la suite de l'avènement du big data, permet à l'algorithme de traiter un grand nombre de points d'entrée pour en faire ensuite des déductions. C'est ce que l'on appelle l'IA en quelque sorte. C'est-à-dire que soit un environnement donné, eh bien l'IA va automatiquement, on est dans l'automatisation, mais un petit peu comme l'homme le fait, décider de ce qui va suivre. Et on le retrouve jusqu'au LLM et au ChatGPT, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va suivre à partir d'un prompt? Eh bien, une réponse qui, heu, qui mimique quelque part, ce que l'humain pourrait dire suite à un prompt donné. Et on le retrouve évidemment dans les données tabulaires. Et c'est là où, avec un clin d'œil, je dis qu'on travaille le sujet de la boring AI. C'est pas du tout boring, c'est pas du tout ennuyeux. Au contraire, c'est extrêmement passionnant. On est dans les mathématiques appliquées, et on fait ressortir de la donnée des, euh, une lecture, une compréhension, des intuitions qui se trouvent cachées dans la donnée et que l'humain ne saurait pas traiter manuellement, puisqu'il y en a trop. Donc c'est cette notion-là qui émerge. Et Scikit-learn, Scientific Toolkit for Machine Learning, est une brique logicielle développée par un collectif qui était barycentré à l'INRIA, sur le plateau de Saclay. Cette technologie a été développée parce que, justement, il fallait apporter une réponse logicielle universelle pour traiter ces données qui devenaient de plus en plus massives. Et cette équipe-là a développé pendant une dizaine d'années une technologie open source, c'est-à-dire disponible à tous, qui s'appelle Scikit-learn, et nous sommes devant une espèce euh, de joyau national, patrimonial. Pourquoi? Parce que c'est une technologie qui est largement développée en France, à Saclay, à l'INRIA, même si évidemment des collaborateurs du projet existent à travers le monde. On est sur un projet communautaire collaboratif, mais le barycentre est bel et bien français, et cette technologie est utilisée par tous les data scientists de la planète. Justement parce que la licence open source qui a été choisie pour cette technologie est extrêmement permissive, donc il n'y a aucune limite pour l'adoption et l'usage, voire même la modification de cette technologie open source. C'est ce qui a fait son succès. Et donc, elle a été téléchargée 1,5 milliard de fois sur une décennie, des dizaines de millions de fois par mois aujourd'hui. Et cette technologie est numéro un dans les briques logicielles de machine learning, devant toutes les autres. C'est donc un succès français, peu connu en dehors des data scientists, puisqu'encore une fois, tous les data scientists ont fait leur classe sur Scikit-learn, ont appris la data science grâce à Scikit-learn et l'utilisent aussi en production euh, dans un grand nombre de cas d'usage, dont tout ce qui concerne les données tabulaires, quantitatives. Donc je dirais que Scikit-learn traite les données tabulaires l'IA des matheux, là où les LLM, qui traitent le langage naturel, c'est l'IA des littéraires. Voilà, si on caricaturait un petit peu le débat. Pour la deuxième partie de ta question, ce projet-là a été identifié dans le cadre de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, et le SGPI, donc le secrétariat général pour l'innovation, qui est doté d'un budget quinquennal de plusieurs dizaines de milliards d'euros, a décidé de participer au financement d'un ensemble de briques logicielles open source, dont Scikit-learn. Donc, ils ont mis le doigt dessus, ce qui est une très bonne chose. En fait, euh, nos, euh, nos administrations en fait, font ce travail de fond d'identifier nos actifs, nos forces. Et ici, ils ont décidé d'allouer un budget pour développer de l'open source et donc du patrimoine open source au bénéfice de notre société, et donc pour de la souveraineté. C'est ce projet-là qui a été à la base d'une première copie qui s'est traduite par une initiative
de spin-off, c'est-à-dire on allait extraire l'équipe et les actifs de l'INRIA pour créer une start-up en bonne et due forme, qui sera donc cofinancée par cet investissement qui vient du SGPI et dont je m'occupe. Donc ça s'est fait comme ça. C'est cette équipe qui est venue me chercher finalement après s'être dit que finalement il fallait que l'on crée une entreprise de droit privé pour traiter un sujet très dynamique, parce que le marché est très dynamique autour des sujets logiciels et de la science des données. Merci pour ta réponse, Yann. Peut-être avant de parce que je sais que le sujet te tient à cœur et moi j'avais plein de questions sur l'open source. Avant de plonger là-dedans, heu, je sais qu'avant de travailler chez Probable, tu étais notamment chez Scaleway, dans le domaine du cloud. Donc aujourd'hui, tu es dans le logiciel, avant dans le cloud, même si j'ai entendu dire que pour toi le cloud, c'était aussi du logiciel. Hem, Si on prend la chaîne de valeur, IA, que voilà, donc que tu évoquais avec les infrastructures, le logiciel et tu parlais de souveraineté, à l'instant. Selon toi, quelles sont c'est quoi les technologies ou les compétences critiques qu'il faut absolument maîtriser si on veut pouvoir parler de souveraineté? En matière d'IA, on peut le prendre au niveau français ou peut-être ça a plus de sens au niveau européen. Mais la question, c'est vraiment de se dire, voilà, toi qui connais le cloud, tu connais le logiciel et qui connais bien l'IA depuis de nombreuses années, si tu prends la chaîne de valeur IA, ce qui permet de faire de l'IA aujourd'hui, si on veut pouvoir se dire souverain au niveau européen, quelles sont les technos, les compétences qu'il faut absolument maîtriser? Alors j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que la souveraineté se mesure par rapport à un millefeuille. Et donc notre niveau de souveraineté sur le numérique est proche de zéro. C'est-à-dire que nous n'avons pas une grande maîtrise de l'ensemble de la stack si on est rigoureux dans l'analyse. Donc le numérique, c'est des terres rares, puis des microprocesseurs, puis un assemblage de machines. Donc là, déjà, on a couvert un terrain de jeu que la France ne couvre pas du tout, l'Europe pas beaucoup non plus, même si on a des champions comme ASML aux Pays-Bas, dont toutes les puces, en tout cas tous les constructeurs de puces dépendent. Donc on a tout de même des acteurs européens qui sont essentiels dans la chaîne de valeur, mais si on ne prend que les composants et la partie infrastructure matérielle, alors nous ne sommes pas leaders. Ensuite, le cloud, qui est la partie infrastructure, c'est-à-dire les data centers qui contiennent les machines, avec la partie énergétique, nous avons quelques acteurs qui peuvent répondre aux premiers besoins avec du bare metal, c'est-à-dire des machines nues, mais nos acteurs sont dans la deuxième division en ce qui concerne la partie logicielle. Parce que le cloud, c'est aussi beaucoup d'orchestration de ressources, de fragmentation, de machines virtuelles. Donc certaines technologies sont maîtrisées, d'autres utilisent de l'open source qui lui aussi est plus ou moins bien maîtrisé. Mais force est de constater que la première division est trustée par des hyperscalers américains et même en Europe, si on ajoute nos hyperscalers nationaux plus Deutsche Telekom, ça ne correspond qu'à 2 de part de marché. Donc en fait, il faut bien distinguer heu, la maîtrise du déploiement. Donc l'infrastructure, nous sommes un peu en reste, et je passe les détails de tout ce qui est connectivité, notamment à travers les continents. Donc tout est une question de millefeuille, de couches, et si on rajoute par-dessus, les toute la partie cloud, évidemment, il y a la partie logicielle qui correspond éventuellement à une application en B2B ou en B2C. Les acteurs les plus dominants sont ceux qui ont une maîtrise de la d'un maximum d'éléments de cette pile, de ce millefeuille. J'ai nommé Microsoft et Google. Même si Apple, fait aussi partie de ce lot-là, sans être un fournisseur de cloud et de data center. Donc les acteurs que sont, Microsoft avec Azure jusqu'à Office, les acteurs que sont Google avec le cloud de Google jusqu'à, Google Search et Android, et Apple évidemment qui maîtrise d un grand nombre de ces couches-là, sont ceux qui sont les plus à même de capitaliser sur l'ensemble, y compris l'IA, parce qu'ils ont accès à 5 milliards d'utilisateurs collectivement. C'est-à-dire la quasi-totalité de la planète équipée d'une informatique connectée
au réseau. Les acteurs français sont collectivement, évidemment, capables de faire plein de choses, mais n'ont pas du tout accès à la même distribution. Donc c'est la difficulté. Nous n'avons pas de terres rares, très peu. Nous n'avons pas la capacité de créer des puces en 3 nanomètres ou 2 nanomètres. ST Microelectronics, c'était notre champion européen, français, mais a été finalement balayé par une avancée très forte des autres acteurs. Et donc les dominants aujourd'hui sont les Intel, AMD et bien sûr Nvidia en GPU aujourd'hui, avec ARM qui propose aussi un autre modèle. Donc ces acteurs-là ne sont pas français ni européens. Et enfin, nous avons toute la partie logicielle. Et si on regarde les hyperscalers, ils ont des dizaines de milliers de développeurs qui, qui créent ces plateformes as a service, ces plateformes qui permettent aux développeurs finalement de facilement déployer. Donc notre souveraineté est proche de zéro en numérique, mais on se soigne parce que plus récemment, et je pense qu'on a eu une séquence qui fait que nous avons dû nous réveiller et prendre conscience. Cette séquence infernale, c'est la séquence Trump America First, c'est la séquence Covid, où on se rend compte que on n'a pas non plus de souveraineté en matière de masques. C'est-à-dire que si on ne sait pas faire de masque, alors on ne peut pas se protéger. On se pose la question ensuite des vaccins. Et ensuite, nous avons eu la guerre en Ukraine, à nos portes, où on se rend compte que oui, effectivement, nous avons une souveraineté dans la capacité de créer des rafales. La France a cette capacité militaire, industrielle, de créer des avions de chasse. Donc c'est ça la vraie souveraineté. Mais elle se mesure sur un gradient également. C'est-à-dire qu'il faut du métal. Est-ce que nous sommes en capacité de produire ce métal? Donc c'est très complexe. Et donc la vraie question que l'on doit se poser au niveau français européen, c'est quelle est la tendance? Soit une souveraineté qui est au ras des pâquerettes. Est-ce qu'on améliore notre souveraineté? Ou à l'inverse, on peut dire différemment, est-ce qu'on diminue nos dépendances? Et cette volonté industrielle existe aujourd'hui, donc on peut rajouter un phénomène dans la séquence terrible qui va jusqu'à la guerre en Ukraine malheureusement, mais qui continue de nous saisir parce que l'IA est très boulimique en capitaux et en données. Et évidemment, les Américains sont de nouveau largement en avance sur ces différents vecteurs. Il suffit de regarder Nvidia, hein, qui vaut 3 000 milliards aujourd'hui. Donc Nvidia, c'est le grand gagnant. Et encore une fois, Nvidia n'est pas ni français ni européen. Donc il faut qu'on prenne conscience de notre faiblesse sans détour. Nous sommes proches de zéro. Et donc, ma question concerne notre volonté de passer de 0 à 1, de 1 à 2. C'est pas une question de souveraineté totale, ça n'existe pas. Même les Américains n'ont pas une souveraineté totale. Les États dépendent, dans un monde globalisé aujourd'hui, les États dépendent un petit peu de tout le monde. Mais certains sont plus souverains que d'autres selon les sujets. En matière de luxe, nous sommes assez souverains. En agroalimentaire, nous sommes assez souverains. Et justement, tu parles de souveraineté, tu dressais un tableau assez sombre, et tu parlais de la guerre en Ukraine, du Covid, c'est vrai que, enfin, en tout cas, on s'est rendu compte que globalement, on était quand même assez, enfin, très, très dépendants et assez peu indépendants, que ce soit pour faire des vaccins, pour faire des masques, dans l'IA, c'est pareil. On entend quand même pas mal on entendait en tout cas pas mal de politiques dire que, ils s'occupaient du sujet, que la souveraineté, c'était important, qu'il fallait réindustrialiser le pays. J'ai quand même l'impression qu'entre les paroles et les actes, il y a un décalage. Est-ce que enfin, comment toi tu perçois le sujet? Une fois que tu as fait ce constat-là, qu'en gros, globalement, on est à zéro en termes de souveraineté, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des choses qui bougent ou est-ce qu'on reste un peu dans l'incantatoire et il y a finalement assez peu de choses qui changent? Non, non, je suis tout à fait positif parce que nous avons la chance d'avoir un gouvernement qui s'intéresse au sujet, plus que d'autres. Alors, il y a d'autres choses qui ne vont pas très bien, mais en tout cas, en ce qui concerne le numérique et l'IA, ce gouvernement a été plutôt très bénéfique.
Donc il ne faut pas se plaindre. Par contre, il faut regarder, le miroir en face et constater qu'on a beaucoup de talent. On se félicite souvent d'avoir le talent, notamment autour des mathématiques appliquées. Il ne faut pas baisser notre garde parce que la prochaine génération semble moins intéressée par les mathématiques. Donc si nous sommes, capables d'avoir une école, qui produit le plus grand nombre de médaillés Fields, la question pour le futur, c'est: est-ce que nous allons réussir à garder ce leadership sur les mathématiques appliquées? Tout ça est probablement lié à l'excellence de notre école, scientifique, mais d'un point de vue très concret, on part de tellement loin. C'est là où il ne faut pas se voiler la face. Notre niveau de souveraineté numérique est proche de zéro. C'est un sujet de société, c'est un sujet d'adoption de la technologie, transformation numérique, des choses qui sont un peu banales, mais en fait, c'est très important. Il faut que la société se numérise, adopte la technologie sans aggraver notre manque de souveraineté. Et donc, tout se structure. C'est naïf de penser que l'on peut acheter à 50% des technologies françaises, parce que nous n'avons pas l'offre en face. En revanche, nous avons évidemment des acteurs cloud qui peuvent apporter des réponses. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on double le chiffre d'affaires de ces acteurs sans dépendre des subventions, parce que les subventions ne sont pas l'économie réelle. Donc, il faut rentrer dans cette économie réelle qui fait que les grands acheteurs, les grands groupes, les institutions publiques achètent un peu plus localement, un petit peu comme dans l'agroalimentaire, le circuit court. C'est-à-dire qu'il faut changer la tendance et je pense que ce gouvernement fait beaucoup de choses. Ça n'est pas simple parce que l'Europe est construite de manière un petit peu idéaliste et naïve. Nous nous interdisons de faire du protectionnisme alors que les Américains, les Chinois ne s'en empêchent pas. Donc, le marché libre au sein de l'Europe, oui. Le marché libre au niveau mondial, il est cassé. Et donc, l'Europe doit prendre ce sujet pleinement pour permettre à l'Europe d'émerger et de protéger. Et ce n'est pas du protectionnisme bêta, c'est du protectionnisme intelligent qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut protéger nos plus petits acteurs pour qu'ils deviennent des acteurs émergents. La pire forme de protectionnisme, c'est celle qui protège les acteurs à tendance monopolistique. Ça, c'est du protectionnisme qui est malvenu même aux États-Unis. Mais le protectionnisme qui permet de faire émerger des acteurs sur des sujets d'infrastructure et des acteurs sur des sujets d'autonomie stratégique, tels que le numérique, eh bien, c'est un sujet qui se traite de manière très particulière, notamment parce que nous avons des faiblesses au niveau européen sur ce sujet. Et justement, tu parles de faiblesse. J'aimerais bien qu'on creuse le sujet open source, parce que je sais que ça te tient à cœur et que, enfin, si j'ai bien compris, ça fait pour toi partie des réponses justement au manque de souveraineté, aux faiblesses, justement, cette question de l'open source. Est-ce que déjà tu peux nous faire un rappel de ce que c'est l'open source, d'où ça vient, et peut-être que ça change un petit peu par rapport au logiciel classique, même si je sais que l'open source, ça peut être aussi dans autre chose que du logiciel. Oui, alors merci pour la question parce que c'est un sujet épineux et parfois mal compris. Si on reprend un petit peu l'historique de l'open source, il prend ses racines très certainement dans la science, dans l'open science. C'est-à-dire que les scientifiques ont tendance à publier leurs papiers et s'assurer que finalement tout le monde a la possibilité de relire toute découverte, toute avancée pour valider ou invalider. Donc il y a cette culture dans le monde scientifique. Maintenant, l'open source prend ses racines plus précisément dans un premier mouvement qui s'appelle le mouvement Free Software. Alors, le terme free est particulier parce qu'en anglais, il signifie deux choses. Il signifie libre et gratuit. Et le free software est quelque chose qui a été poussé par quelqu'un qui s'appelle Richard Stallman, et il est le fondateur de la Free Software Foundation et du mouvement, qui a plus tard permis de faire émerger les licences GNU, GNU, GNU is not Unix,
qui est un terme récursif, pardon. Et donc Richard Stallman était, un personnage, haut en couleur, très idéaliste aussi. Lui, il pensait que le logiciel devait être parfaitement libre, comme la connaissance. Probablement en réaction aux acteurs dominants qui créent des logiciels propriétaires fermés. Donc qui bloquaient l'accès à cette, nouvelle forme de connaissance qui était le logiciel. Donc c'était une réaction, un contre-pouvoir et une approche orthogonale à ce qui se faisait aussi. Donc on peut imaginer IBM, acteur dominant de l'époque, qui, grâce à ses logiciels propriétaires, bloquait le marché et on se souvient de l'adage, hein, personne n'a jamais été licencié pour avoir choisi IBM. C'est un peu la même chose aujourd'hui. Si on choisit un GAFAM, personne ne peut le reprocher parce qu'ils sont surdominants et c'est comme ça. Donc il y a toujours ce mouvement de respiration entre le propriétaire, le modèle fermé, le modèle ouvert, qui émerge il y a une quarantaine d'années, hein, c'était dans les années 80. Donc le mouvement free software a évolué parce que certaines personnes au sein de ce mouvement ont trouvé que le terme free software était problématique dans l'adoption par le monde du business. Donc le terme free software était anti-business quelque part. Et surtout les licences issues du Free Software Foundation, donc GNU, étaient très contagieuses avec des contraintes particulières qui étaient anti-business quelque part. Donc finalement, la terminologie a évolué, le terme open source a gagné quelque part et signifiait la possibilité d'avoir accès au code source. Et donc, c'est une espèce de transparence sur le logiciel qui ne dit pas nécessairement que l'on ne peut pas faire de business et qu'on ne peut pas avoir des licences subtiles au-delà du logiciel. Donc, le terme open source est né et ensuite, il y a eu une structure qui s'appelle l'Open Source Initiative qui a été le garant de la définition de ce que c'est que l'open source. Donc, avec toute une sorte de gradation et de paramètres, sachant que issu de la Free Software Foundation, il y avait des libertés fondamentales qui devaient venir avec une licence open source, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser le logiciel pour toute raison, sans avoir à demander la permission. Donc c'est l'accès libre au logiciel, l'étudier pour inspecter ses composants, modifier le système, y compris l'entrée et la sortie, et le partager avec ou sans modification. Donc cette notion d'ouverture permettait des produits dérivés, etc. Donc tout ça a été capté par l'Open Source Initiative et qui est une entité qui est très active aujourd'hui sur la nouvelle définition de l'open source AI. Et justement, par rapport à ce que tu disais sur cette notion de transparence, de capacité à réutiliser, enfin, moi, je sais que pour avoir entendu pas mal de personnes autour de moi qui disent, bah, en fait, open source, c'est bien, mais finalement, moi, comment je fais du business, on va me piquer mon idée. Comment, et alors, j'ai une question là-dessus, on pourra y revenir plus tard, mais en quelques mots, il y a d'un côté le logiciel propriétaire, en face l'open source, et pourtant, bah, avec Probabel, vous en êtes l'incarnation, on peut faire du business sur de l'open source. Est-ce que c'est pas un peu antinomique et comment t'expliques ça? Pour des gens qui se disent qu'en fait l'open source c'est pas bien ou que ça empêche de faire du business. Alors l'open source est plutôt mal compris en Europe, dans le business. Nous avons évidemment des experts, nous avons une profondeur d'expertise, de contributeurs open source, mais plutôt mal aimés. Et c'est vrai que c'est parfois synonyme d'anti-business ou de difficile à monétiser. À l'inverse, aux États-Unis, on a des cas d'écoles qui ont parfaitement réussi leur monétisation. Red Hat en est un, MongoDB, Elasticsearch, Redis. Donc toutes ces entreprises sont des entreprises qui valent des dizaines de milliards et qui ont bien réussi. L'open source, c'est une philosophie qui déplace l'objet de la licence et de la captation de valeur. Donc c'est vrai que le logiciel permet
de vendre une énième copie sans qu'il y ait un coût marginal très fort. C'est ça qui est intéressant dans le logiciel. Et d'ailleurs, Marc Andreessen, qui est le fondateur de Netscape, qui d'ailleurs utilisait une licence copyleft extrêmement contraignante. En tout cas, Marc Andreessen est un ultra-capitaliste, ultra-libéral aujourd'hui, et qui a dit en 2011 que le logiciel allait manger le monde. Mais il ne le disait pas en termes de chaîne alimentaire, mais plutôt parce que le logiciel permet d'avoir des retours sur investissement exponentiels. Plus je vends et moins ça me coûte à la marge. Donc ça permet d'avoir des marges bien supérieures. Et donc cette notion d'open source, quelque part, contredit cette notion de capter la valeur de manière propriétaire, puisque j'ouvre mon IP, ma propriété intellectuelle, à mes concurrents ou à mes clients qui pourraient dire: «Tiens, finalement, je ne vais plus payer». Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du logiciel et du capital risque sur les logiciels non open source. Et donc, le capital risque a scripté globalement la manière de faire de l'argent et le schématise sous forme de SaaS, Software as a Service. L'open source, c'est beaucoup plus subtil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des milliers de manières de faire du business avec l'open source. Par exemple, l'enseignement. On peut très bien enseigner, vendre de l'expertise autour d'une technologie open source. Par exemple, les écoles utilisent des technologies open source pour enseigner des matières informatiques. Donc ça, c'est une manière de monétiser. Donc, on pourrait dire que ça ne scale pas. Très bien. On est sur le capital humain, c'est très linéaire. On peut très bien faire ce qu'a fait Red Hat, c'est-à-dire monétiser le support autour d'une technologie qui est plus adaptée au monde de l'entreprise, sur une base qui est open source et qui est brute. Par exemple, Linux est plutôt brut, alors que le Linux distribué par Red Hat est beaucoup plus adapté aux besoins de l'entreprise, avec des modules supplémentaires, avec du support d'experts qui vont pouvoir accompagner l'entreprise. L'entreprise a toujours besoin, quelque part, d'une hotline et d'un expert, est ravi de payer pour cette expertise. Donc, l'open source, c'est une manière différente de réfléchir à la captation de valeur, et on pourrait dire que l'open source est un vecteur de distribution extraordinaire. On peut regarder le marché comme un marché qui correspond à 100% de part de marché, mais si on vend quelque chose de très cher et de captif, de toute manière, on aura une fraction de ce 100% de part de marché. Alors que si on distribue de l'open source, on va peut-être distribuer à beaucoup plus de monde que la fraction du logiciel propriétaire, et on va pouvoir faire du business différemment avec plus de monde. Donc c'est une autre approche, un autre vecteur de distribution, et aussi un gage de transparence. Ça permet à nos clients de dire: j'ai confiance parce que je peux inspecter le code, je peux probablement le modifier. Si l'entreprise fait faillite, je peux retomber sur mes pattes parce que j'ai eu accès au code et je vais pouvoir le modifier, etc., etc. Donc quelque part, c'est une approche qui est orthogonale au modèle parfaitement captif, mais il existe un tas de variations. Il y a un gradient entre l'open source radical tel que l'avait imaginé Stallman et le modèle parfaitement propriétaire, opaque. Et on le retrouve d'ailleurs dans l'IA aujourd'hui. Je crois savoir que Red Hat, c'est une bonne série. Ils ont été vendus pour 34 milliards, je crois, à IBM. C'est ça. Donc Red Hat a beaucoup évolué aussi, hein. Ils ont adopté, en tout cas ils ont embrassé le cloud. Donc ont développé tout un tas de technologies par ailleurs open source. Au-delà du Linux, hein, qui était leur première proposition de valeur. Donc ils sont parfaitement présents dans toute la chaîne de valeur du cloud, et ils ont été achetés par IBM, effectivement. On a parlé de souveraineté, d'open source. Je sais que tu fais le lien entre les deux notions, ce qui n'est pas forcément intuitif comme ça au premier regard. Est-ce que tu pourrais justement préciser un peu ta pensée? En quoi, selon toi, l'open source justement est source de souveraineté, ou en tout cas peut permettre, toi tu disais on est à 0, peut permettre de passer à 1, à 2, à 3 en termes de souveraineté?
En tout cas sur la partie logicielle. Alors, c'est en effet, comme tu dis, contre-intuitif. Si on mesure la souveraineté sur un gradient en pourcentage de souveraineté, donc c'est une idée un peu abstraite, mais imaginons que nous soyons à 1%. C'est probablement proche de la vérité. Si nous sommes à 1%, alors elle correspond à une masse globale qui serait 100%, théorique. L'open source, c'est un levier qui baisse la pression sur le manque de souveraineté. C'est-à-dire que si on distribue de l'open source, alors on le distribue à la totalité des acteurs, qui donc ont moins de dépendance sur des solutions propriétaires. Donc ça bouge le curseur du 100%, et donc ça augmente notre souveraineté en baissant la pression sur notre manque de souveraineté. Donc c'est intéressant parce que c'est un levier qui permet de niveler le terrain de jeu là où nous sommes précisément mauvais, puisque, encore une fois, au niveau européen, on s'interdit de faire du protectionnisme. Donc l'open source, c'est l'antithèse du protectionnisme. Si je ne peux pas protéger mes intérêts, alors je distribue quelque chose au plus grand nombre de manière gratuite ou en tout cas accessible. Et il se trouve que des études, j'ai une étude assez pointue et bien documentée, avec beaucoup de données à l'appui, qui démontre que les pays qui adoptent l'open source favorisent leur écosystème entrepreneurial. Évidemment, ça c'est plus intuitif. Plus les entrepreneurs ont accès à des technologies qui leur permettent de démarrer, donc on baisse la barrière à l'entrée. Évidemment, eux vont trouver une faille dans le marché. On va se dire, tiens, je vais faire ça, mais comme je n'ai pas beaucoup d'argent, alors je vais m'appuyer sur une technologie open source. Eh bien, c'est comme ça que l'Internet est né, avec des protocoles ouverts, etc. etc. Chacun s'est saisi d'une technologie disponible, ouverte. Les protocoles de l'Internet sont de l'open source sous forme de protocole. C'est une autre notion, mais c'est comme ça que l'on génère des engouements et des écosystèmes entrepreneuriaux. Donc l'open source est un vecteur qui rééquilibre les grands déséquilibres. Et si on transfère ça sur l'IA, parce que je sais que tu publies pas mal sur LinkedIn et c'était ton anniversaire récemment, j'ai vu. Et le jour de ton anniversaire, tu disais que l'Open Source Initiative a justement proposé une définition de ce qu'est une IA open source. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur cette définition? Est-ce que ça apporte quelque chose, d'avoir cette définition? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Alors, toujours important de bien nommer les choses. L'open source est une définition qui est assez claire et qui a vécu à travers les époques, ou en tout cas les quelques dernières décennies. C'est l'OSI, l'Open Source Initiative, qui est garante de cette définition. Et il se trouve que nous sommes en face d'une guerre, une compétition terrible entre les hyperscalers, évidemment, et les startups émergentes de l'IA, à commencer par OpenAI. Donc OpenAI, intéressant d'ailleurs d'utiliser ce nom et cette marque, OpenAI. Évidemment, initialement, ils avaient envie de faire dans l'ouvert, dans l'open. D'ailleurs, l'entreprise a été créée comme une non-profit. Mais plus tard, Sam Altman a réussi à faire que la succursale for profit, qui a développé ChatGPT et qui a commencé à facturer pour ChatGPT, a mangé la maison mère, et OpenAI est en fait Closed AI, avec énormément de moyens, et largement financé par Microsoft. Donc cette structure est de manière assez caricaturale et de manière assez claire, producteur d'une technologie fermée, propriétaire, mais qui a saisi le monde car elle est capable de traiter le langage naturel comme personne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun humain qui a cette capacité linguistique, parce que cette IA a été boulimique. Elle a avalé la quasi-totalité des données écrites, documentées par l'humanité, et elle l'a compacté dans un chat. Ce chat GPT, quelque part, risque de nous rendre ignorants et nous bluffe dès qu'on l'utilise, parce qu'il nous menace dans notre supériorité animale, qui était le langage. Donc c'est la première fois où
la totalité de l'humanité peut-être se sent menacée dans ce qui lui restait d'assez supérieur de manière évidente par rapport à l'espèce animale. Donc il nous reste peut-être d'autres choses, mais cette IA-là nous menace. Donc euh, on voit très bien que ce modèle-là a été fermé. Et il se trouve que Meta, qui n'a aucun business dans le cloud, qui vend des réseaux sociaux, qui vend de la pub sur nos données, Meta a libéré un modèle équivalent, en tout cas ce qu'ils voulaient équivalent à ce que faisait OpenAI, en open source. Et ils ont dit, c'est de l'open source. En réalité, si on regarde bien, c'est pas du tout open source dans l'esprit de la définition open source. Mais ils ont quelque part trituré ou en tout cas utilisé le terme pour montrer qu'ils étaient les chevaliers blancs qui n'allaient pas faire de l'argent sur notre dos, etc. Donc si on analyse un petit peu, on peut se dire que Meta, qui allait plutôt mal pour avoir trop investi dans la métaverse sans avancée concrète à ce stade, ou alors Meta qui, quelque part, joue un rôle sociétal compliqué vis-à-vis de l'information, des médias, etc. Donc, Meta malmené, à juste raison aussi, parce que Meta est une entreprise importante qui joue un rôle important dans la société, finalement, peut-être se redore le blason en libérant quelque chose, en le mettant à disposition. Il se trouve que le terme open source est devenu presque un verbe. J'open source ceci, j'open source cela. Finalement, c'est un terme qui est dégradé dans sa signification stricte et qui signifie j'ouvre, je donne accès. Donc ça, c'était vrai. Meta, avec Llama 2 en particulier, a donné accès dans l'esprit, dans la continuité d'une certaine science ouverte, puisque ce sont des chercheurs, des scientifiques, et qu'ils ont publié des papiers, ils ont libéré ces poids. En réalité, si on est très strict, il ne s'agit pas d'open source, parce que le terme source fait allusion au code informatique, alors que Meta a libéré Llama 2, qui n'est pas du code informatique, mais plutôt des poids. On appelle ça du open weights, c'est-à-dire l'artefact, le produit de données massives et d'algorithmes logiciels qui eux-mêmes sont en open source. Par exemple, PyTorch. PyTorch est une technologie open source, là aussi développée par Meta. Donc Meta produit du vrai open source avec PyTorch, mais globalement a tiré le trait, a forcé le trait sur l'open source qui était Llama 2. Maintenant, peu importe, ce sont des définitions. Dans les actes, Meta a libéré quelque chose d'intéressant. Alors, j'aurais tendance à dire que la société n'était pas prête et qu'il joue avec le feu de libérer quelque chose open source qui vaut des dizaines de millions à créer. C'est comme si on donnait à un enfant un portefeuille avec 1 million d'euros dedans. Il vaut mieux réfléchir avant de le faire. Donc, est-ce que ça a été fait de manière tactique pour changer la perception sur Meta? Est-ce que ça a été fait pour contrecarrer les avancées de ses concurrents, parce que Meta est en concurrence avec Apple, Google, Microsoft pour le talent, pour l'avancement de la technologie. Meta ne veut pas dépendre de Google et d'Amazon et de Microsoft au niveau technologique. Donc, c'est très compliqué. Nous n'avons pas les réponses. Nous ne sommes pas les décideurs de ces entreprises. Donc, d'un point de vue stratégique, ils vont décider de faire certaines choses, peut-être pour créer une, on appelle ça une diversion. Voilà. Donc, il faut faire bien attention. Il faut être très conscient de ces leviers qui correspondent à des décisions stratégiques d'entreprises qui valent des milliers de milliards. Ces entreprises sont plus puissantes que certains États. Il faut en être très conscient. Donc, si on accélère, Meta a libéré une certaine énergie créative grâce à Llama 2 qui a été exposé, ouvert, même si on n'est pas parfaitement dans la définition open source. Et donc, s'ensuit tout un débat dans lequel j'ai participé. Qu'est-ce que c'est que l'open source dans l'IA? Qu'est-ce que c'est que l'open weight? Et il se trouve que
Mark Zuckerberg et Daniel Ek de Spotify ont écrit une tribune dans l'Economist pour défendre les mérites de l'open source et dire que l'Europe est trop régulée, que ça empêche l'innovation, etc., etc. Bon, évidemment, on sait que leur message n'est pas teinté de biais stratégiques, mais tout ça pour dire que nous sommes entrés dans une phase où, effectivement, nous sommes sur un sujet d'open source spécifique à l'IA. Et l'Open Source Initiative a itéré pendant plus d'1 an sur un document qui a pour vocation de définir ce que c'est que l'open source IA. On en est à la version 0.09 et cette version a été publiée le jour de mon anniversaire. Donc cadeau, parce que je considère qu'il faut bien nommer les choses, il faut bien les définir. Et l'Open Source AI Definition me plaît beaucoup parce qu'elle reste stricte tout en permettant des gradients. Et elle revient sur les principes que l'on retrouve dans la Free Software Definition, qui sont l'usage, l'inspection, l'étude du code, des éléments, de modification, de partage, mais va le faire sur 3 vecteurs. Les données, le code et l'artefact. L'artefact étant le modèle. Donc, pour être parfaitement open source, il faut être open source sur les données, il faut être open source sur le code, et il faut être open source sur le modèle. Libérer uniquement le modèle ne fait pas cela d'une IA open source. Donc, Llama 2 n'est pas open source. Mais les modèles, eux, sont, selon la définition de l'OSI, ouverts et accessibles, effectivement. Donc, il faut bien distinguer le système d'IA, la totalité du système, d'un modèle qui, mis sur étagère, effectivement, on peut l'utiliser. Mais soyons très clairs, Meta a libéré Llama 2 avec une licence qui interdit ses concurrents de l'utiliser. Ces concurrents se définissent non pas par nom, mais par une métrique. Meta interdit les acteurs qui ont plus de 800 millions d'utilisateurs d'utiliser Llama 2. Au moins, ça a le mérite d'être clair, ouais. Merci pour ça. J'aimerais bien, il nous reste quelques minutes, aborder un autre sujet que tu as évoqué très rapidement, celui des GPU. En fin d'année dernière, tu t'étais livré à une petite prédiction sur l'éclatement possible de la bulle autour des GPU. Je voudrais bien que tu reviennes dessus, finalement, qu'est-ce qu'il y avait dedans, et revenir aussi sur ce que c'est les GPU, à quoi ça sert, et l'impact que pourra avoir capacité réduite, on va dire, à accéder aux GPU sur les développements de l'IA. Alors les GPU sont quelque part un monopole de fait aujourd'hui. C'est Nvidia qui produit le plus et qui vend le plus de GPU, notamment pour l'IA et l'IA générative, mais pas que. Donc Nvidia, c'est ce constructeur de puces qui a commencé par vendre des cartes graphiques pour les jeux en 3D et ensuite a continué évidemment de développer ces cartes pour encore plus de résolution et de pixels à l'écran. Mais ils ont été utilisés aussi pendant l'avènement de tout ce qui concerne les crypto-monnaies. Donc pour faire du mining de Bitcoin, eh bien, il fallait des GPU. Et puis, en 2018, Google... Alors, c'est pas vrai, c'est avant 2018, mais globalement, Google avec DeepMind a montré que l'algorithme, le deep learning, était capable de faire des choses, des prouesses, notamment battre le champion de Go. Donc, tout ça a participé à faire que les chercheurs se sont intéressés de plus en plus à l'IA. Donc là, on n'était pas dans l'hiver de l'IA, mais plutôt dans une phase estivale, enthousiaste, où les chercheurs ont beaucoup travaillé autour des GPU, mais on n'était pas encore dans une avalanche au niveau des cas d'usage, parce qu'il fallait craquer le problème. Donc ce que faisait DeepMind, ils le faisaient à leur niveau pour démontrer certaines choses, et ça n'était pas rentré dans un usage généralisé. Et ensuite, en 2018, Google a publié un papier sur les transformers, et qui a permis d'imaginer qu'en mangeant toute la donnée textuelle, on allait pouvoir créer des LLM, ce qui a été fait, et donc tout ça a abouti à ChatGPT.
Le problème que j'ai avec cette dynamique-là, c'est que l'engouement que l'on retrouve au niveau du capital risque est basé presque strictement sur cette phase entre les transformers et les LLM. Et d'ailleurs, si on écoute Yann Lequin, qui est évidemment un des plus brillants analystes autour de ces technologies, lui qui fait de la recherche appliquée en machine learning depuis l'hiver des années 90, c'est-à-dire que Yann Lequin, envers et contre tous, a persisté, y a toujours cru, même si évidemment ça a été compliqué entre-temps. Il a aujourd'hui une sensibilité qui lui fait dire que nous sommes arrivés aux limites des LLM. Les LLM ne répondront pas au challenge du prochain palier. Et donc il dit circuler, il n'y a plus rien à voir. Et quelque part, l'engouement autour des GPU est basé sur OpenAI et ses LLM, basé sur ce qu'a fait Meta. Mistral, évidemment, une des rares entreprises françaises, européennes à avoir cette maîtrise, a réussi à lever des capitaux absolument extraordinaires, colossaux, rarissimes, du jamais vu en France. Mais tout ça est basé sur l'idée que les LLM, sur cette trajectoire-là, vont répondre au prochain challenge. Il est fort possible que nous ayons déjà atteint les limites de ce que les LLM peuvent nous fournir. Et donc, probablement, l'enthousiasme n'est pas sur une exponentielle qui est soutenable. Par conséquent, nous allons probablement voir un essoufflement de cette dynamique-là. Déjà, les coûts ont baissé, les algorithmes se sont améliorés, on peut faire différemment avec moins de données, on peut évidemment composer avec d'autres technologies, on parle d'agents qui vont travailler des modèles plus petits et itérer beaucoup plus. Donc, la vraie question autour de cette bulle probable, autour de l'IA générative, est que l'algorithme et la quantité de données et l'énergie d'ailleurs, peut-être que nous n'avons pas suffisamment d'énergie sur Terre pour soutenir cette courbe qui a fait que les capitaux risqueurs se seront engloutis en masse dans cette industrie. Et nous pouvons imaginer que finalement, il y aura très peu de gagnants. Et j'ai peur que les gagnants principaux soient les mêmes, c'est-à-dire des hyperscalers qui ont, la capacité d'achat, 2, la capacité de distribution, et 3, le full stack jusqu'à l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que si l'interface, elle est textuelle, globalement, c'est Word. Si l'interface est textuelle, globalement, c'est Google Search. Si l'interface est tactile ou vocale, c'est iOS et Android. Donc Apple et Google. Donc évidemment, il reste un marché très large en B2B que ces entreprises traitent beaucoup moins. On va pouvoir se spécialiser. L'IA, évidemment, existe depuis des décennies et participe à l'amélioration des performances de l'entreprise. L'IA générative va aussi apporter des gains de productivité, mais pas nécessairement calés sur l'engouement que nous avons pu constater entre 2022 et 2023. Tu en as parlé assez brièvement. Tu disais qu'on n'a peut-être pas assez d'énergie pour nourrir un peu toutes ces machines. On a parlé au début des questions d'approvisionnement, de géopolitique. Il y a toutes ces problématiques liées au changement climatique aussi. J'imagine que toi, dans ton rôle de CEO de Probable, c'est des choses auxquelles tu penses. Comment, toi, tu penses ton rôle de CEO avec une techno comme celle que vous développez, avec de l'IA, dans un monde avec des ressources limitées qui se raréfient. Voilà, comment tu intègres cette question euh, du changement climatique, de la raréfaction des ressources, des tensions géopolitiques dans la vision de ton entreprise et dans le futur que tu lui vois? Alors déjà, le marché est gigantesque. Et la première chose, c'est que les entreprises ont à peine commencé leur transformation numérique au niveau macro. Donc évidemment, on a des entreprises qui sont championnes et qui ont tout fait ce qu'il fallait faire en éduquant en tout cas toutes les strates de l'entreprise au numérique. Il y en a quelques-unes, mais il y a beaucoup de chemin, donc il y a de la place pour tous les acteurs, première chose. Deuxième chose,
J'ai beaucoup de chance parce que le projet sur lequel je travaille est basé sur une technologie frugale qui fonctionne sur des CPU, qui ne dépend pas nécessairement de GPU. Donc l'approche sur des données tabulaires est quelque chose de très léger, très maîtrisé, et qui d'ailleurs est déjà distribué pour créer des efficiences en entreprise depuis des années. Donc nous sommes sur un terrain de jeu qui est favorable et aujourd'hui les entreprises se posent des questions justement. Quelle est l'empreinte carbone de mes opérations? Le danger, c'est que certaines personnes pensent que cette IA générative peut tout faire. C'est faux. Cette IA générative ne peut pas tout faire, en tout cas, loin de là et pas aujourd'hui. Donc, il existe des techniques qui sont éprouvées et l'entreprise doit décider entre le buzz, ce qui est hype, et des choses fondamentales que l'entreprise doit mettre en place pour améliorer ses process. Réduction de coûts, optimisation des process, moteur de recommandation pour les clients pour que le tunnel d'achat soit plus efficace, éviter le churn pour les utilisateurs, détection de fraude qui coûte très cher dans certains business. Donc, il y a vraiment un terrain de jeu très très large pour les fournisseurs de technologie. Et dans mon cas, j'ai la chance de travailler avec une technologie et une équipe qui maîtrise des pans de l'IA qui sont beaucoup plus évidents. Donc évidemment, on observe tout ce qui se passe côté IA générative et très certainement, nous utiliserons les LLM et l'IA générative comme composante de l'interface homme-machine. Parce que les LLM sont excellents pour ça, c'est-à-dire de traiter le langage naturel, qui est une interface naturelle pour l'humain, et le transformer en instruction machine pour que la machine puisse prendre le relais. Donc voilà, pour moi, le sujet européen est celui qui concerne notre singularité. Qu'est-ce qui fait que nous sommes différents des États-Unis et de la Chine, par exemple, pour rester compétitifs par rapport à notre singularité? C'est la chose que l'on doit cultiver. C'est un sujet qui m'intéresse en tant que citoyen. C'est un sujet qui m'intéresse aussi en tant que CEO d'entreprise, puisque ces singularités qui se retrouvent dans l'ADN de notre entreprise euh, correspondent à un marché qui est le nôtre, le marché européen. Et ensuite, qu'est-ce que l'on peut exporter? Qu'est-ce que l'on peut vendre au reste du monde? Le marché américain est un marché extrêmement profond et puissant. Et donc, il faut aller chercher l'export, justement, pour ramener des dollars et des euros dans nos caisses pour payer l'infrastructure, la sécurité sociale. Voilà, donc c'est un tout et il faut le comprendre de manière globale, intégrée. Le millefeuille, il faut le comprendre, le déconstruire pour ensuite travailler les leviers. On arrive à la fin de l'épisode. J'ai une dernière question pour toi, un peu de prospective. Et je voulais te demander d'imaginer que tu es en charge de déployer la stratégie européenne d'intelligence artificielle qui vise à faire de l'Europe un acteur souverain dans le domaine à horizon 2034, une dizaine d'années. Comment tu t'y prendrais? Ou par quoi tu commencerais? Alors, j'ai commencé, en tout cas, c'est mon activité au quotidien, c'est que l'open source est un vecteur extraordinaire, sous-estimé, qui nous permettrait véritablement de de changer cette fatalité de non-souveraineté. Ça, c'est une première chose. Et d'ailleurs, l'Allemagne, qui a cette même sensibilité que nous au niveau du terreau, c'est-à-dire ces ingénieurs qui ont une sensibilité open source, qui sont dans le partage de la technologie, ces gens-là existent en Europe, sont bien représentés. Maintenant, l'adoption, il y a cette fascination que nous avons pour ces entreprises américaines, ce qui peut se comprendre, hein. Leurs produits sont excellents, mais il faut comprendre le coût des dépendances. Et donc, pour moi, la stratégie consisterait à faire beaucoup de pédagogie pour bien déconstruire et se projeter dans le futur. C'est-à-dire que 2034, c'est dans 10 ans. Si nos auditeurs ici sont des parents, ils doivent se poser la question. Est-ce que nous voulons laisser à nos enfants une économie qui est vassalisée par des
des puissances étrangères. Dans certains cas, c'est acceptable, dans d'autres cas, ça n'est pas acceptable. Et le point de flottaison n'est pas un 50% hypothétique que l'on retrouve d'ailleurs dans l'exception culturelle française, qui force à ce qu'il y ait 50% de contenu créé en France à la radio, à la télévision. Non, ça c'est un peu difficile à imaginer, en tout cas court terme. En revanche, il n'est pas du tout impossible de se caler sur les 2 chiffres qui me paraissent importants. La France, c'est 3% du PIB mondial. L'Europe, c'est 18% du PIB mondial. Eh bien, nous devrions consommer à hauteur de notre PIB sur des sujets stratégiques. Donc si nous sommes à 1%, nous devrions atteindre 3% d'achat de technologies produites localement. Et on devrait faire la même chose au niveau européen, puisque nous appartenons à l'économie européenne et que nos destins sont liés par le biais de la structure. Donc pour moi, la stratégie consiste à atteindre ce point de flottaison en utilisant 2 leviers, l'open source. Donc si on baisse le plafond, alors la ligne de flottaison remonte par rapport à ces 3% d'une part, et trouver un moyen pour motiver les grands acheteurs et les institutions publiques à consommer plus en local parce que c'est vertueux. Ça ne veut pas dire de manière binaire ne plus travailler avec les GAFAM, au contraire, le marché est tellement large, il est en croissance, il n'y a aucun problème, mais ne pas atteindre cette ligne de flottaison est une erreur stratégique, notamment si on se projette au-delà de 2034 pour les générations à venir. Voilà, donc pour moi, c'est ça le sujet. C'est le seul sujet, c'est inverser la tendance et passer de 1% à 3%. Soyons fous. Merci beaucoup, Yann. Je t'en prie. Merci Clément. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.